Bonjour à tous, merci de participer à cet atelier. Moi, je m'appelle Maude Lambert, donc je suis spécialisée dans l'IT et les data. J'interviens au sein du cabinet Smalt Avocat. Et donc aujourd'hui, je vous propose une présentation sur l'actualité juridique 2021. J'ai essayé de découper la séance en 6 points et de garder peut-être 10 minutes à la fin si vous avez des questions. Ça permettra pour les personnes qui suivent la séance ensuite que ça soit plus fluide. Voilà. Donc, ce que je propose au démarrage, donc, c'est de rappeler un petit peu le contexte réglementaire de la santé numérique, voilà, pour expliquer quels sont les textes, quelles sont les règles qui s'appliquent. Je vais évidemment parler de la loi Ma Santé 2022. Je vais faire un petit point sur la CNIL et la e-santé, le pass sanitaire, les dispositifs médicaux et l'éthique, puisque c'est évidemment un sujet d'actualité. Voilà. Donc c'est vraiment tout ce qui s'est passé cette année 2021. Donc mon premier point, c'est vraiment de revenir sur le contexte, le cadre réglementaire dans lequel on intervient en matière de santé numérique. On a une densification de la réglementation. On a une réglementation qui arrive par des briques successives et qui constitue petit à petit des couches réglementaires qui vont s'appliquer, soit parce que c'est des règles générales qui s'appliquent à la santé numérique, ou alors on a des textes spécifiques qui viennent fixer le cadre dans lequel la santé numérique peut être exercée. Donc, alors j'ai mis un petit peu ce qui s'est passé depuis 10 ans, il n'y a pas tout, mais c'est pour vous donner un peu les grandes lignes. Donc, on a évidemment le cadre de la télémédecine, qui est donc arrivé en fait il y a 10 ans. Ce cadre de la télémédecine donc a expliquer comment on pouvait faire de la téléconsultation, de la téléexpertise. Et pendant 8 ans, on a fait de l'expérimentation. En 2018, on est passé à une généralisation de la téléconsultation avec la possibilité de se faire rembourser. En 2016, on a le règlement, le RGPD, alors qui ne date pas de 2018, mais bien de 2016. J'insiste parce qu'en fait, c'est un texte qui a été publié, pour faire simple, en 2016 et qui a donné aux sociétés, qui avait prévu 2 ans aux sociétés pour se mettre en conformité en 2016. Donc ça veut dire qu'en 2018, en théorie, tout le monde devait être conforme. Voilà. En plus de ce RGPD, on a un certain nombre de normes, de référentiels qui sont élaborés par différents organismes, que ce soit la CNIL ou la Commission européenne, et qui permettent de préciser les exigences du RGPD, qui sont des exigences générales. Et ces référentiels sont importants parce qu'ils interviennent dans des secteurs d'activité, donc dans la santé, dans le recrutement, dans le commerce, dans le B2C. Voilà. On a ensuite, et donc toutes ces normes, disons data, sont vraiment importantes. Elles sont à la fois générales et à la fois spécifiques à la santé. On a évidemment la loi de 2019 sur l'organisation et la transformation du système de santé, qui prévoit un chapitre sur le virage numérique. On a ensuite la refonte, alors je l'ai mis parce que ça a aussi son importance dans l'écosystème général des acteurs de la santé, c'est la refonte du dispositif anti-cadeau. On a, et là c'est un peu plus loin, mais c'est aussi dans le système de la santé, l'expérimentation de la télémédecine par les vétérinaires. Donc on ouvre. Et donc ça se renforce, ça se rajoute. Et on a, depuis 2021, la nouvelle réglementation sur les dispositifs qui est entrée en application. Donc, ces systèmes de couches sont importantes et sont à intégrer par l'ensemble des différents acteurs. Et ce qui s'est passé en 2021, il n'y a pas eu de socle, il n'y a pas eu de briques complémentaires. C'est-à-dire que 2021 est venu mettre en musique tous ces socles qui sont petit à petit publiés, adoptés. Et 2021, c'est vraiment une année où on explique comment on fait, une fois qu'on a fixé ces grandes règles, comment on les met en musique et comment on les met en application.
Alors, sur la loi, qui est un peu appelée Ma loi, ma santé 2022, même s'il y a d'autres sujets, mais en tout cas, voilà. Sur le virage numérique, on est vraiment sur cette petite maison du numérique que vous avez dû voir, je pense, 100 fois. Et donc, la star de cette année, et je pense de l'Université de la e-santé, c'est vraiment l'espace numérique de santé. Alors, pourquoi elle intervient au niveau réglementaire? Et vous allez me dire, c'était déjà prévu. Oui, c'était déjà prévu par la loi, mais des décrets ont été publiés cet été et qui viennent préciser qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et précisément et comment on utilise cet espace numérique de santé. Donc voilà, précisément, on va savoir quel type de données on met dedans. Évidemment, le dossier médical partagé. Évidemment, le fameux catalogue avec tous les outils référencés pour les citoyens. Et ce qui est précisé également par ce décret du 4 août 2021, c'est les délais et comment ça se passe. Alors très concrètement, il est prévu qu'à partir du 1er janvier, tous les assurés disposeront de cet espace numérique de santé. Donc concrètement, l'assurance maladie va envoyer un email ou un courrier, voilà, c'est tout ça ce qui est prévu dans les textes, aux assurés pour leur présenter les modalités de cet espace numérique de santé, et ils disposeront d'un délai de 6 semaines pour refuser, s'ils le souhaitent, la mise en place de l'ouverture de cet espace. Donc le mécanisme qui a été choisi est ce qu'on appelle un mécanisme de l'opt-out, c'est-à-dire que par défaut, tout le monde a cet espace numérique et c'est seulement les personnes qui s'y refusent qui n'en disposeront pas. Voilà. Donc c'est vraiment ça a été une lutte en particulier, voilà, de toute la délégation du numérique pour maintenir ce mécanisme d'opt-out parce que ça permet que par défaut tout le monde en dispose. On a évidemment également un décret sur le dossier médical partagé qui précise quelle typologie de données seront intégrées dans ce dossier. Là aussi, c'était nécessaire qu'un texte le précise parce que la loi n'est pas rentrée particulièrement dans les détails. On a ce même mécanisme d'ouverture, de consentement par défaut, voilà, avec la possibilité quand même de donner en plus. Donc ce dossier va collecter les données administratives, bien sûr, les constantes, les comptes rendus, la liste des professionnels de santé qui interviennent auprès des patients. Et on a également dans ce dossier le fameux, peut-être certains ont eu ce sujet, mais le sujet de la transmission des données hors ou pas de l'équipe de soins, donc qui partage un certain nombre de données auprès des patients. Et donc, alors il n'y a pas de changement majeur, mais il y a toujours ce recueil, donc il y a toujours ce recueil du consentement qui est prévu spécifiquement dans ce décret pour le transfert des données en dehors de l'équipe de soins. Voilà. Je pense que c'est important de parler aussi de l'identité nationale de santé qui est devenue obligatoire depuis le 1er janvier et donc qui va être l'identifiant, le lien qui permet finalement au patient, quelle que soit son entrée, quel que soit l'endroit où il va être, d'être suivi au sein des différents établissements cliniques, etc. Donc c'est vraiment l'identité nationale de santé, parce que le nom a été changé voilà, au cours de l'évolution, mais donc c'est l'identité nationale de santé qui devient obligatoire et l'intégralité des éditeurs de logiciels doivent donc intégrer ce champ supplémentaire, étant précisé qu'on peut savoir alors j'ai oublié le nom du site, mais on peut savoir la liste des logiciels qui ont bien intégré cet identifiant dans leur fonctionnalité, enfin non pas dans les fonctionnalités, mais dans le moyen d'identifier le patient. J'ai rajouté aussi le projet, l'expérimentation qui se prolonge sur la e-carte vitale. Voilà, parce que ça, c'est aussi un texte qui a été... on a l'impression que tout est fluide et que tout est simple, mais en fait, tout doit passer par un texte, un décret, un arrêté. Voilà, tout ça est quand même un peu complexe. Mais en tout cas, sur la carte vitale, on a déjà eu une expérimentation qui se prolonge. Donc, ça veut dire que pour l'instant, on est encore en phase de test. Nous avons cette année l'ouverture de la télésanté, donc du télésoin en particulier.
Donc pour rappeler, la loi pour la transformation du système de santé a intégré dans le terme télésanté à la fois le télésoin et la télémédecine. Et donc le télésoin est donc devenu, grâce à un décret du mois de juin dernier, donc 2021, permet donc aux auxiliaires médicaux et pharmaciens de réaliser des soins à distance. Voilà. Et donc ça sera pris en charge. Je m'étends pas sur le Ségur du numérique, mais qui, là encore, fait l'objet de textes spécifiques pour effectivement financer Et parce que je sais qu'il y a d'autres conférences, c'est pour ça que je veux pas... voilà. Je ne veux pas avoir la primeur sur ce sujet. Voilà. Donc, il y a des séances dédiées qui vont effectivement détailler le contenu des financements. Mais là encore, on est sur des textes qui permettent d'encadrer. Parce que tant que ces textes n'existent pas, on ne peut pas finalement les mettre en musique. Alors, très, très concrètement, en pratique, ça implique, en tout cas pour les acteurs de santé, de vraiment avoir cette vision 360 de toutes les couches et de l'environnement finalement réglementaire pour faire les bons investissements. Et je dis les bons investissements parce que c'est important de se projeter et de ne pas finalement signer ou... voilà, sans anticiper à la fois les réformes et la modification majeure finalement de cette santé numérique qui implique de prendre en compte des nouvelles exigences et des référentiels très, très stricts. Donc ces éléments permettent aussi de sélectionner des prestataires sur des vrais critères. Donc, c'est-à-dire qu'on peut intégrer dans le cahier des charges, dans la proposition technique, des critères qui sont à la fois techniques et si possible, et ça c'est ma matière, du juridique, parce que c'est grâce à ces éléments-là que que ça permet de sécuriser la performance du prestataire sur la durée. Parce que sans ces éléments-là, on risque de dépendre d'une solution ou d'un système qui n'est pas forcément stabilisé. Et ça permet vraiment d'avoir des solutions de sortie, éventuellement d'anticiper des problématiques. Et voilà, plus on les aura identifiées en amont, plus ça permettra de faire face à des solutions, en tout cas c'est des situations, on va dire ça critiques, mais il faut savoir qu'un projet informatique, on est de toute façon... et ça c'est la vraie vie, c'est jamais parfait, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout est fluide, mais c'est jamais parfait, donc il faut un tout petit peu anticiper, voilà, quand on va changer de route, comment on peut revenir rapidement dans le droit chemin. Alors, le prochain point concerne la CNIL et la e-santé. Donc, sur la CNIL, sa mission première, et ça c'est important je pense de le rajouter, c'était vraiment une mission d'accompagnement et par secteur. Le secteur donc sur la gestion des données patients, il y a 2 nouveaux référentiels importants qui ont été publiés. Donc un qui relève de la prise en charge médico-sociale des personnes âgées. C'est vraiment un référentiel important. Moi qui interviens souvent pour des éditeurs de solutions, notamment auprès qui accompagnent, qui utilisent des données pour aider les personnes âgées. C'est vraiment un référentiel qui est important d'intégrer quand on fabrique ces solutions parce qu'il détaille finalement ce qu'on peut faire des données patients, à qui on peut les envoyer. Et dans le cadre de la prise en charge médico-sociale, on a vraiment un panel de destinataires de données qui est très large. Et ça permet, ce référentiel, de donner des orientations. Alors, d'une manière générale, parce qu'il y a eu 3 autres référentiels dans le secteur de la santé, un sur la durée de conservation, d'autres sur l'utilisation des données hors et dans le domaine de la recherche. Et alors, c'est des référentiels qui ne sont pas obligatoires, mais qui permettent de donner des orientations et d'apprécier en fonction finalement de ce qu'on va faire, parce qu'il n'y a pas de solution qui cale parfaitement à ce qui est prévu dans ces référentiels, de faire des ajustements et d'expliquer par exemple pourquoi on utilise plus de données que ce qui est indiqué dans ce référentiel, pourquoi on veut les conserver plus longtemps et finalement pourquoi il y a plein
de personnes à qui on les envoie en dehors de ce référentiel. Mais si on est capable de justifier, on peut tout à fait, on peut tout à fait déroger, aller un petit peu au-delà du référentiel. Un autre référentiel important, c'est sur l'entrepôt des données de santé qui qui est en cours de consultation publique, mais ça veut dire qu'on peut déjà l'utiliser. Généralement, entre cette phase de projet et la phase de publication du texte définitif, on est vraiment sur des... il y a des ajustements, mais il n'y aura pas de changement majeur. Donc, c'est important d'ores et déjà, si vous avez des projets avec des entrepôts de données de santé donc l'objectif, c'est la réutilisation des données patients pour du pilotage, pour de l'optimisation, pour des analyses, en tout cas des projets de recherche. Voilà. Et l'objectif vraiment de ces référentiels, comme je disais, c'est guider les professionnels et faire cette fameuse AIPD. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire AIPD, mais voilà, c'est l'analyse d'impact sur la protection des données et qui permet de faire une analyse de risque en fonction de la typologie de données, si finalement on les a pris en compte ou pas. D'un point de vue d'expérience, il y a évidemment une augmentation de la maturité des acteurs sur ce document. On voit des acteurs qui font des chatbots, par exemple, avec des AIPD qui font 3 pages. Et puis, on voit des acteurs qui font des AIPD qui font 30 pages. Hein. Donc, il y a de tout. Il faut savoir que c'est un document qui est vraiment analysé par la CNIL, qui permet de prendre conscience de ce qu'on fait et d'apporter, si nécessaire, les mesures de sécurité au moment, à l'endroit où il faut. Voilà, c'est ça l'objectif de l'AIPD. Oui, il y a un côté document obligatoire, c'est-à-dire que la CNIL, elle va dire oui, vous avez votre AIPD, vous avez votre registre. Bon, donc il y a un petit côté bon élève, mais l'objectif de ce document, c'est vraiment de prendre conscience des risques par rapport à des flux de données patients qu'on n'a pas forcément pris en compte parce qu'on est dans des systèmes d'information qui sont complexes et qui nécessitent, il y a un moment, il faut prendre un crayon, il faut faire des schémas et savoir exactement où elles vont et à un moment, finalement, ce qu'on en fait, où on les conserve, etc. Donc, c'est vraiment ça l'objectif de ces référentiels, c'est vraiment de donner des orientations et d'aider à la prise de décision. Un autre élément qui est important, on est dans des écosystèmes avec de multiples d'acteurs, c'est-à-dire qu'on va avoir des prestataires informatiques, on va avoir des sous-traitants, des scientifiques qui vont utiliser les données. On a le risque dès qu'il y a un nouvel acteur qui accède à des plateformes, qui accède à des données, on a un risque effectivement d'accès et de transfert des données. Je pense que tout le monde a fait un copier-coller dans son ordinateur de fichiers données, patients, en disant c'est bon, il n'y a pas de données personnelles, je peux faire un copier-coller, et finalement on l'a sur son disque dur. Bon, ça, c'est des risques qui, si possible, doivent être limités au maximum pour ne pas favoriser la fuite de données, puisque plus on a des données qui sont exposées, plus on a un risque de fuite importante. Voilà. Et disons que c'est la confiance patient après. Hein. Il faut quand même. L'objectif de tous ces textes réglementaires sur les données, c'est la protection de l'individu. Donc voilà, concrètement, ce moment où on va réfléchir sur les flux de données, c'est vraiment maîtriser la sécurité, savoir qui fait quoi, encadrer d'un point de vue contractuel, les relations entre les différents prestataires. Même si on a envie de se taper dans la main, c'est mieux si c'est écrit. Ça permet aussi de sécuriser les potentiels investisseurs, parce qu'il y en a qui ne veulent pas investir si on ne sait pas finalement à qui sont transférées les données. Et si possible, intégrer tous ces éléments dès la phase d'appel d'offres, c'est possible en tout cas. Donc l'autre mission de la CNIL, c'est les contrôles et les sanctions. Voilà, donc ça existe. Hein, alors, il y a des années où il y a de plus en plus de contrôles. La CNIL demande, là encore, un renforcement de ses équipes pour favoriser les contrôles.
d'un point de vue en B2B, c'est-à-dire quand on est le commerce hors secteur de la santé, c'est plus facile de faire des contrôles parce qu'on peut faire des contrôles en ligne. Donc, ça demande moins de déplacements, moins de temps. Donc, je pense que c'est compréhensible pour tout le monde. Dans le secteur de la santé, ça avance. C'est-à-dire qu'elle avait fixé en 2020 un de ses points clés, c'était vérifier l'utilisation des données de santé. Je pense qu'on est toujours dans cette perspective, surtout avec le contexte sanitaire que vous connaissez. Alors, il y a eu 2 médecins, vous avez peut-être entendu parler, qui ont été sanctionnés parce qu'ils avaient manqué à leur obligation de sécurité. Il faut savoir que dans la majorité des sanctions, le sujet numéro 1, c'est la sécurité. On peut conserver au-delà des données, mais voilà, les 2 sujets, sécurité, conservation. C'est-à-dire que c'est un des manquements qu'on va retrouver le plus dans les sanctions, enfin qui vont aboutir à des sanctions. Le montant des amendes peut vous paraître faible. Je n'ai pas le détail exactement, mais le montant des sanctions est normalement calculé sur le chiffre d'affaires. Donc, donc c'est 2 à 4% du chiffre d'affaires maximum en fonction des manquements. Donc, on peut raisonnablement penser qu'en réalité, les sanctions sont proportionnées. Voilà. Et dans un des objectifs du RGPD, c'est vraiment de fixer des sanctions qui soient proportionnées et dissuasives. Donc, petit à petit, normalement, chacune des autorités, d'ailleurs, elles se challengent entre elles pour certains organismes, certaines sociétés, où elles disent, là, tu sanctionnes pas assez, il faut que tu y ailles plus fort. Voilà. Donc, elles se challengent entre elles. Et normalement, si une société, en tout cas, si une autorité fixe une sanction, l'autorité d'un autre pays pour la même sanction et dans le même secteur, et voilà, parce que tout est un peu sectoriel, doit fixer une sanction qui est, en tout cas, du même régime. Voilà. Donc, la CNIL poursuit ses sanctions. Alors, s'agissant des 2 fuites de données, je ne vous cache pas que c'est tout à fait probable que ça aboutisse à des sanctions, surtout pour le deuxième, en tout cas, puisque la fuite de données de NAPHP, ce n'est pas glorieux. Donc, après, j'imagine qu'il y a toujours des accords. Tout ça, ça donne lieu à des enquêtes, à des contrôles, mais qui peuvent prendre plusieurs années. Voilà. En fonction des entreprises, en fonction des échanges, parce qu'il y a beaucoup d'échanges juridiques en fait pour avoir accompagné un certain nombre de contrôles CNIL, on est vraiment sur une première approche de demande de documentation, une autre approche où on va demander où la CNIL va identifier des manquements, où la société ou en tout cas l'établissement répond sur ces manquements, et donc ça peut donner lieu à des échanges qui peuvent se faire sur on est tous humains, il faut écrire, ça prend du temps, donc ça peut s'étaler sur sur 2 ans facilement. Et ce qui fait que quand dans la presse, les communiqués de presse qui sortent sur les sanctions CNIL, c'est souvent des contrôles qui ont commencé il y a longtemps. Voilà. Donc, pour limiter au maximum, vraiment la première approche, c'est la sensibilisation et la prévention, en tout cas sur les aspects cyber. Et ça me semble important de souscrire à des assurances dédiées, parce que ça permet en tout cas de mettre sous contrôle certaines typologies de risques. Il faut savoir que, et ça me paraît être un élément de contexte important, c'est que, comme je vous le disais, le RGPD c'est 2016. 2018, normalement, tout le monde devait être conforme. Il y a eu un seuil de tolérance, et je pense que le seuil de tolérance est largement abaissé. Par ailleurs, en même temps, les équipes de la CNIL sont des équipes qui sont montées en compétences, et le niveau d'exigence qui est attendu pour chacun des responsables de traitement est monté. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont une meilleure connaissance des systèmes d'information, ils ne posent plus les mêmes questions, et nécessairement, on aboutit à un niveau de maturité qui est assez important. Et donc, parallèlement, on attend évidemment beaucoup des responsables de traitement de données. Et ça vaut autant pour les petits que pour les gros, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de petits qui sont des sociétés, qui sont des PME, mais qui gèrent, qui brassent beaucoup de données personnelles. Alors, le prochain point, c'est sur le pass sanitaire. Alors, je l'ai mis un peu
voilà, bon, j'imagine que tout le monde a entendu parler, on s'est tous fait tester, etc. Mais je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté du pass sanitaire parce que c'était quand même des données importantes. Je ne vais pas revenir sur le côté employeur, le lieu concerné, mais je me suis dit que vous auriez peut-être des informations à titre personnel sur la durée de conservation des données. C'est pour ça que je l'ai mis. Il faut savoir qu'on est en tout cas sur l'application, sur des données qui sont donc, il n'y a pas vrai, enfin, c'est une sorte de géolocalisation, mais pas vraiment par individu. Donc c'est un mécanisme où on est pseudo-identifié, voilà. Et ensuite, toutes ces données remontent dans un serveur qui permet, si on est détecté Covid+, de redescendre et de dire vous avez été en contact avec une personne qui était dans la même zone, en fait. Donc ces données sont conservées comme ça. Je me suis dit, comme personne va regarder, de vous fournir l'information. Ces données sont conservées 14 jours, enfin 15 jours. Et en revanche, si c'est positif, alors là, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Voilà. Donc, et en principe, quand quelqu'un vous check donc sur l'application Tous Covid Vérif, ça n'est pas conservé. Il n'y a pas de, voilà, c'est immédiat. Alors après, si la personne fait une copie d'écran, bon, hein, mais ce n'est pas la règle. Voilà. Il n'y a pas de conservation. Voilà. Donc, petite aparté sur le pass sanitaire. Voilà. Puis, si vraiment vous voulez, il y a tout le détail de tous les décrets. Voilà, août, 5 août, 7 août, 1er juin, bref. Voilà. Donc, le point suivant concerne les dispositifs médicaux. Là encore, on est sur un règlement qui donc est entré en vigueur en 2017. Alors, il y a une nuance juridique. Quand on dit entrer en vigueur, c'est que voilà, il rentre en vigueur et ensuite, enfin, c'est-à-dire qu'il a été adopté, donc il est dans les textes. Et ensuite, souvent, il y a une période transitoire et il rentre ensuite en application. Voilà. Donc généralement, donc c'est un règlement européen. Comme le RGPD, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'applique en même temps dans tous les pays des États membres. Donc, il a été décalé plein de fois. Il y a eu des addendums, corrigendums, enfin des terminologies juridiques assez sympathiques. Et donc, finalement, après de moult réflexions, donc applicable depuis cette année, donc c'est pour ça que c'est dans cette présentation, et avec quand même un petit délai complémentaire pour une dérogation pour les dispositifs médicaux qui sont marqués CE sous le régime de la directive de 1993. Donc là, on donne quand même 3 ans complémentaires, 2024. Alors, c'est aussi parce que l'organisme, donc il y a, je crois, une vingtaine d'organismes notifiés en Europe qui vous permettent d'obtenir cette certification pour les dispositifs médicaux. Bien sûr, pour les logiciels, hein, en fonction des typologies de logiciels ou des modules. Mais en tout cas, en France, donc, c'est le GMED qui a donc été notifié. Et donc, vous avez compris que nous n'avons qu'un organisme, ce qui explique un tout petit peu le fait que ça a été décalé parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Hein, voilà. Donc ensuite, l'autorité de contrôle, c'est l'Agence nationale de la sécurité pour les médicaments. Et évidemment, toutes les exigences, mais ça, je pense que c'est vraiment un exercice qu'il faut faire en fonction des logiciels, c'est de savoir dans quelle catégorie effectivement ils appartiennent, en fonction de leur classe, en sachant que donc, tous ceux qui étaient classe 1, normalement, sont passés à 2A et impliquent donc une certification auprès d'un organisme notifié, que ce soit le GMED ou un autre. Hein, voilà. Et c'est important, d'un point de vue demande client, de prévoir. J'ai un certain nombre de clients qui ne savent pas exactement s'ils rentrent ou pas dans la qualification de 2A, et donc ils ne savent pas s'il faut qu'ils soient en tout cas certifiés. Mais ce qui est sûr, c'est que même s'ils n'y sont pas, on a une demande client très forte que ces logiciels soient certifiés. Alors, il faut faire de l'analyse par cas parce que c'est quand même des coûts. Donc, je pense que ça vaut le coup de savoir et en tout cas, peut-être expliquer aux clients pourquoi on n'y répond pas. Enfin, donner tout un argumentaire si on ne veut, enfin, voilà, si on veut pas faire trop de... Enfin, je veux dire, une certification, c'est quand même une épreuve pour une entreprise. Et en plus, parce que là, il y a des études assez poussées. Mais je pense que c'est important de trouver les arguments pour expliquer
effectivement, si on y rentre ou si on n'y rentre pas, mais donner tous les éléments voilà, pour rester performant sur un marché. Donc, mon dernier point concerne l'éthique et la santé et la e-santé. Alors, sur l'éthique, on a donc cette loi sur la bioéthique qui a introduit, après voilà, pas mal de réflexions, cette obligation par les professionnels auprès de leurs patients d'expliquer qu'ils utilisent un dispositif médical qui inclut un traitement de données algorithmiques. Donc, on se comprend bien que c'est les dispositifs médicaux, donc les logiciels qui sont des dispositifs médicaux et qui sont... alors, c'est vraiment juridique, hein, mais ce qu'on comprend, c'est que vraiment, quand il y a donc c'est un dispositif, donc un logiciel avec un algorithme et qui traite des datas, vous allez me dire c'est un peu logique puisque sinon, on voit pas comment il va fonctionner, mais enfin bon, passons. Et l'important, c'est de fournir cette information. C'est pas soumis à consentement, c'est-à-dire que c'est pas le mécanisme qui est prévu, mais l'objectif, c'est de rester le plus transparent possible sur l'utilisation de ce type d'outils. Et aujourd'hui, on attend, et là c'est vraiment le modèle français, un arrêté qui donc va spécifier quel type de dispositifs médicaux sont concernés et les modalités d'utilisation. En sachant que donc la liste, j'imagine que ça va être selon la classe, quoi. Voilà, donc, mais bon, donc je ne sais pas, j'en sais pas plus, mais en tout cas, on attend cet arrêté qui va donc permettre de mettre en lumière de mettre en application cette obligation, avec tout de même la transparence de fonctionnement par les concepteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous mettez à disposition un logiciel qui aide à la décision, il faut effectivement fournir des éléments pour démontrer que l'algorithme est fait de manière fiable, loyale et faire un descriptif en réalité un peu... c'est plus que la notice utilisateur, c'est vraiment rentrer dans le détail du fonctionnement. Je vais vous donner juste après la liste des éléments qu'il faut intégrer dans cette transparence, donc pour démontrer que ça a été réalisé en conformité avec des règles qui ne vont pas... Alors, je m'étais mis ça pour pas me... Excusez-moi, je ne pense pas que ça ait sonné. Donc, qui vont vraiment donner des éléments aux concepteurs pour transmettre les informations qui sont attendues. Alors, l'autre chose qui est importante, c'est le projet de règlement, un autre règlement européen, donc qui va rajouter encore une couche à notre petit... donc, on a vu au tout début. Donc, c'est 21 avril, donc c'est un projet, hein, donc vraiment, on est au tout début, du 21 avril 2021. L'objectif, c'est encadrer les systèmes d'intelligence artificielle pour être dans un écosystème où on crée de la confiance et on aide tout le monde à croire en l'intelligence artificielle. Et donc, c'est un système qui est comme... Alors, on a fait beaucoup de bruit avec ce projet. C'est quand même un système avec une approche par les risques. C'est-à-dire qu'en réalité, toutes les classes, je vois pas bien, mais toutes les classes qui sont, enfin toutes les lignes qui sont en bas, ce sont donc des systèmes qui sont avec des risques minimums. Et donc, ne sont pas soumis à ce règlement. Et donc, plus on monte, donc tout en haut, c'est les systèmes avec des risques inacceptables. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a trop d'analyses de données qui vont pouvoir vous influencer sur votre comportement. Et donc, on va considérer que ce système n'est pas acceptable et donc ne peut pas rester sur un marché. Au milieu, donc, on a ce qu'on appelle les risques limités. Donc, si on doit affecter ça au secteur de la santé, on est plus sur des chatbots, donc avec des réponses qui sont plus ou moins organisées par un algorithme qui va chercher dans une base, mais qui ne réfléchit pas plus que ça. Et donc, ce qui est vraiment en tout cas visé par ce règlement, c'est les risques au milieu, les hauts risques et pas les risques inacceptables, et qui vont effectivement donner des éléments sur des chirurgies assistées par robots, ce que j'ai trouvé comme exemple, un logiciel de tri des CV pour
pour les procédures de recrutement. Voilà. Donc, c'est des choses qui vont un peu plus loin que le fameux chatbot, où effectivement, c'est des systèmes qui interagissent pour prendre des décisions, mais qui sont assez, bon, je ne peux pas dire simples parce que je ne sais pas faire, mais en tout cas, voilà, qui n'ont pas de conséquences sur les personnes. Voilà. Et donc, ce projet sera construit comme le RGPD ou comme le règlement sur les dispositifs médicaux, avec des systèmes de sanctions lourdes. C'est vraiment le même mécanisme, avec une autorité de contrôle, avec des mécanismes de certification. Et on est en 2021. Si je fais un comparatif avec le RGPD, on est vraiment sur plusieurs années de discussion. Voilà. Donc, on n'est pas pour demain. On n'est pas en retard par rapport à d'autres pays comme la Chine ou au niveau international. Ils sont aussi en train de réfléchir à des projets sur des règlements pour les systèmes d'intelligence artificielle. Personne n'a vraiment sorti de texte, donc nous on a notre projet, mais en tout cas on n'est pas à la traîne, en tout cas au niveau européen sur ce type de texte. Et d'où ce que j'ai pu lire, in fine, on est tous sur la même approche, tous les textes sur la même approche des risques et les mêmes objectifs. Donc, ce qui signifie que si on devait avoir un logiciel qui était plutôt en high risk, eh ben, on serait plutôt, ça serait in fine les mêmes mécanismes de contrôle, de certification qui seraient à obtenir dans les différents États. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Et le dernier point, c'est concernant donc ce fameux éthique dans la santé numérique. Alors, il y a un projet de référentiel. Alors, pour être très honnête, que j'attends, comme vous, sur le référentiel des engagements éthiques qui sera intégré dans le fameux, je ne sais pas, vous vous souvenez, l'ENS, voilà. Et donc ça sera un élément qui devra être, il faudra être conforme à ce référentiel pour que l'application, l'outil, puisse être intégré dans le socle, dans les outils qui sont mis à disposition dans le catalogue de l'espace numérique de santé. Voilà. Donc il faut être conforme au référentiel d'interopérabilité, de sécurité et des engagements éthiques. Voilà. Donc c'est c'est un référentiel qui est en cours d'élaboration. De toute façon, tous les référentiels, tout ce que j'ai pu lire sur les référentiels éthiques sont basés sur les mêmes points. Éthique de décision, éthique des pratiques, de l'environnement, des systèmes, des algorithmes, de la donnée. Et l'objectif, c'est être transparent, si je dois résumer, parce que je pense que c'est un peu pour aller droit au but, il faut démontrer que c'est fiable, démontrer que c'est robuste, démontrer que c'est fait de manière suffisamment sécuritaire pour les données. L'autre point essentiel, c'est le maintien de la confidentialité et l'intégrité des données. Voilà, pour résumer un tout petit peu tous ces points. Mais de toute façon, tous les référentiels suivent, en matière éthique en tout cas, sont globalement fondés sur les mêmes principes. Et il y a des outils existants, et ça sera de toute façon, à mon sens, celui qui sera, de ce que j'ai compris, utilisé. C'est des outils d'auto-évaluation et qui permettent ensuite à chacun de proposer un dossier ou en tout cas proposer une application après avoir fait cette auto-évaluation. Voilà. Donc là, il y a des outils d'évaluation qui existent déjà et qui seront sûrement utilisés de manière peut-être plus officielle. Voilà. Donc j'en ai fini avec cette petite présentation sur les points juridiques. Donc vous avez vu, c'est vraiment une mise en lumière de plein de textes qui donc arrivent aujourd'hui à maturité avec toutes ces précisions qui permettent de les utiliser et de les intégrer dans la vraie vie juridique. Voilà. Est-ce que après vous avez des questions ? Bonjour, Pierre Le Guélec. J'avais juste une remarque en fait sur le pass sanitaire, sur la vérification. En fait, il n'est pas possible de faire de capture d'écran. C'est une fonctionnalité qui a été. Je l'ai pas. Je vous avoue, j'ai pas. Moi, je l'ai fait et ça ne marche pas. Ah, tout le monde n'a pas les mêmes outils, hein. Voilà, la technologie, le juridique. Nous sommes sur un point de conflit. Est-ce que vous avez Pour sortir du RGPD, il faut anonymiser les données. Est-ce que vous pouvez préciser la notion de moyen raisonnable pour remonter à la source ?
Alors, il y a plusieurs notions, hein, enfin, en tout cas, si on doit repartir des textes, il y a la pseudonymisation, et qui est une solution, qui n'est pas une solution parfaite, mais qui est une solution. Et il y a l'anonymisation complète où effectivement, normalement, quand on est en anonymisation, on procède soit par... c'est-à-dire que soit on enlève des critères, enfin, par exemple, vous avez nom, prénom, donc là, vous enlevez, vous intervertissez les noms, prénoms, par exemple. Ce qui fait que du coup, on n'aura plus vraiment de données identifiantes. Ça, c'est une première solution technique. Et ensuite, il y a une autre solution où, par exemple, on va ne conserver que des personnes, on va les mettre tous dans des catégories, dans des tranches d'âge, 15-25 ans, 25-35. Et donc, l'objectif d'une anonymisation, un procédé d'anonymisation, doit remplir un certain nombre de critères qui ont été listés par la Commission européenne, enfin, par un des comités, et qui décrit précisément qu'on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réidentifier quelqu'un. C'est-à-dire que vous avez supprimé son nom, son prénom, et il n'est pas possible de revenir en arrière. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, pour être très honnête, pour l'avoir fait pour des solutions, avoir accompagné des prestataires sur des solutions où ils avaient besoin de faire de la stat sur des données anonymes, ça nécessite vraiment une grosse description. Il faut vraiment expliquer l'outil, les mesures qu'on met en place. Alors, il y a des outils du marché. Enfin, il y a des outils sur le marché qui commencent à être reconnus. On peut avoir sa tambouille interne. Il n'y a pas d'interdiction. Il faut simplement remplir un certain nombre de 3 critères qui ont été fixés que je pourrais vous donner. Il n'y a pas de secret, mais en tout cas, qui sont listés. Voilà. Et c'est sur la base de ces critères-là qu'on fixe... si c'est anonyme ou pas. Voilà. Bonjour, je suis cardiologue praticien. Si dans le cadre d'un essai clinique, je respecte l'informed consent, je travaille dans le cadre d'un protocole d'étude d'une nouvelle technique ou d'un nouveau médicament, et je respecte à ce jour le consentement éclairé du patient, je lui explique tout. Voilà. Et si le laboratoire pour lequel je travaille utilise ces données, quel est le risque actuellement par rapport à ce que vous nous avez présenté ? Par rapport à l'utilisation des risques des données patients, vous voulez dire ? Si tout est bon, il n'y a pas de problème. D'accord. Et est-ce que vous avez des cas où qui a utilisé vos services en tant que cabinet d'avocat pour vous, entre guillemets, attaquer ? Alors, il n'y a pas que des... Alors, moi, je fais beaucoup de conseils. Il n'y a pas forcément de contentieux sur... Alors, il y a toujours, faut savoir qu'il y a toujours des personnes qui ne sont pas contentes. Donc, qui vont écrire au DPO, qui vont dire « je ne comprends pas ma fiche ». Alors, ça peut être des patients. Mais alors, après, vous savez, ce qu'on dit, donc on dit d'un point de vue juridique, la personne concernée par un traitement, donc ça peut être un patient, un consommateur, il a effectivement des droits. On a vu le fameux droit à l'effacement, le droit à l'oubli. Alors, ce n'est pas des droits absolus. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, on peut très bien expliquer que ce n'est pas possible de supprimer la donnée de la personne parce qu'elle est citée dans un journal, parce que c'est une personne publique, parce que finalement, on ne peut pas supprimer les données d'un patient parce que c'est des données qui sont intrinsèquement liées à un dossier médical et donc on ne peut pas procéder à son effacement pour la justification de la responsabilité médicale des établissements. Donc tout ça, oui, il y a des personnes qui exercent leurs droits, je ne peux pas vous le cacher, mais ça va être... on peut tout à fait y répondre. Je ne sais pas si c'est exactement ce que vous entendiez comme derrière, mais oui, il y a des demandes. Ça ne donne pas forcément lieu à des contentieux, mais en tout cas à des discussions. Voilà. Il y a des discussions et après en conseil, c'est-à-dire qu'on va vérifier que tout le cheminement entre le moment de la collecte et le moment finalement de la suppression des données, parce que quand on a fini une étude, en principe, en tout cas celles qu'on a utilisées, on doit les supprimer, eh bien on regarde tout ce cheminement. Voilà. C'est-à-dire que si je rentre un patient dans un essai clinique, je fais tout ce que je fais actuellement, c'est-à-dire le consentement éclairé, je lui explique le bénéfice, le risque, etc. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce que j'ai un formulaire supplémentaire à lui faire signer en lui disant toutes ces données vont être introduites dans une base de données, de statistiques, pour une publication, pour ci, pour ça, ce que je ne fais pas ? Est-ce qu'actuellement... On va en discuter. Ouais. Je vais vous dire, la règle, c'est
C'est assez basique, hein. Le RGPD, il a fixé dans un article 13, il a mis si vous faites un traitement de données, la porte d'entrée, c'est vraiment ça, vraiment la porte d'entrée pour faire ce traitement, c'est fournir cette liste d'informations obligatoires. Bon, bah, si vous avez rempli toute cette liste d'obligations, vous avez fait votre job. Voilà. Voilà. Après, le consentement, ce qu'on appelle consentement éclairé, on peut revenir en détail dessus, mais c'est une notion juridique qui fait qu'on ne peut pas consentir si on n'a pas eu les bonnes informations. Donc c'est ce fameux consentement dit éclairé, en sachant qu'on distingue le consentement en matière de télémédecine du consentement à un traitement de données. Voilà, donc c'est pas exactement le même, mais en tout cas, il faut, pour être éclairé, il faut avoir les bonnes informations, sinon on ne peut pas consentir. Étant précis que le consentement, c'est effectivement un acte positif, c'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose, et que si on ne fait rien, qu'on est passif, c'est pas un consentement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut forcément une case à cocher. Voilà, ça va dépendre des cas. Il y a quelques mois, où le patient était présumé donneur de ses données de santé pour la recherche. C'est le cas pour les prélèvements d'organes en France. Hein. Est-ce que c'est envisageable en France ? Vous savez, moi, de ce que j'ai compris en France, c'est que, on a sûrement des normes éthiques, enfin, en tout cas, des principes éthiques qui sont, pas forcément les mêmes que dans d'autres pays européens. Après, vous avez vu avec le Covid, tout est une question de contexte et tout est une question. Chaque barrière juridique peut tout à fait reculer. Après, on a quand même élaboré des textes sur la loi de la bioéthique avec le principe de la garantie humaine. Et donc, il y a en tout cas un concept culturel assez fort sur ce sujet de l'éthique. Voilà. Après, je n'ai pas de réponse absolue. Je ne peux pas vous dire ce qui est vrai aujourd'hui sera vrai demain. Je pense que toutes les barrières peuvent... Et puis, vous pouvez très bien avoir une situation de fait qui est finalement entérinée par le juridique. Parce qu'il arrive trop tard. Voilà. Je crois que nous arrivons... Je suis parfaitement dans les délais. 49, c'est bon. Voilà, si vous voulez faire une pause. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup.